Je vais vous présenter brièvement Ilios Kotsou, qui est donc chercheur en particulier sur les émotions, qui vient de l'université de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles. Et il est également praticien, c'est-à-dire il intervient aussi beaucoup sur le terrain. Et c'est cette double casquette que je trouve intéressante par rapport au cycle Feel Good, c'est-à-dire il peut à la fois s'appuyer sur ce que les recherches ont montré et en même temps vous parler de choses qu'il a développées sur le terrain. Et puis, il est également auteur de nombreux ouvrages, comme Christophe André, en particulier 2 ouvrages que je trouve particulièrement importants dans le champ de la psychologie positive et qui semblent a priori paradoxal. Le premier, c'est l'éloge de la lucidité et qui correspond vraiment à la psychologie positive telle que nous, on la conçoit. Donc, je vous invite à aller lire cet ouvrage. Et puis, un autre qui est un collectif qui s'appelle Se changer le monde. Peut-être qu'il va en parler lui-même. Je lui laisse volontiers la parole. Merci, Ilios. Merci, Rebecca. Rebonjour à vous toutes et à vous tous. À chaque fois que je dois commencer une conférence, je regarde le titre, je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter? Et puis, en même temps, si c'était simple, vous le sauriez déjà. Donc, je ne sers à rien. Et si c'est pas simple, c'est que c'est compliqué et que je ne vais pas vous apporter une solution en une demi-heure. Donc, ça ne sert à rien non plus. Et donc, mais je suis sérieux, et donc ça vous fait rire, je suis sérieux. Donc, comme de toute façon, ça ne sert à rien, essayons de passer un bon moment ensemble pendant une demi-heure. Et donc, ça sera au moins un peu de bien-être. Vous êtes déjà là. Et donc, voilà, je vais voir ça avec vous. Si on va voir les philosophes de la Grèce antique, c'est toujours intéressant quand ils parlent du bonheur. Le bonheur peut avoir l'air d'être une question de luxe, en fait. On va s'intéresser au bonheur, c'est quelque chose d'amusant, c'est du développement personnel et ainsi de suite. Et pourtant, Épicure nous dit qu'il est important de méditer sur ce que c'est que le bonheur, parce que lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. On peut jouer sur les mots, l'appeler bonheur, l'appeler bien-être, l'appeler autrement, et en tout cas, d'avoir ce sentiment que notre vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus central pour chacune d'entre nous? Aristote disait que le bonheur, c'était la quête de toutes les quêtes. C'est vrai, si vous êtes là, c'est qu'au fond, vous avez le sentiment subjectif que ça pourrait vous apporter quelque chose. Et au fond, quoi que l'on fasse, et si on va voir, je pense que c'est Pascal qui disait ça, il disait « Même ceux d'entre nous qui mettent fin à leur jour, ceux qui vont se faire pendre, comme il disait, en réalité, la raison pour laquelle ils le font, c'est aussi la quête du bonheur. » Alors bien sûr, c'est une quête désespérée, c'est qu'on a le sentiment que la vie n'a plus rien à nous offrir, et pourtant, c'est aussi la quête de toutes les quêtes. On ne s'y prend pas toujours de la bonne manière, mais c'est ça. Et plutôt que de faire une définition compliquée du bien-être ou du bonheur, je me suis dit que c'est tellement plus facile d'aller voir c'est quoi l'inverse en fait du bien-être. Je crois qu'on l'a tous déjà vécu, et je crois que la première chose, j'ai pris des petites notes ici, mais c'est l'état de manque. Quand on ne va pas bien, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, et bien sûr c'est un état qu'on va appeler négatif, il n'y a rien qui va dans nos vies, mais on a un sentiment profond de manque. Et un deuxième élément qui me semblait, en tout cas chez moi, évident, c'est que le mal-être, c'est un sentiment de solitude, de coupure. On se sent coupé des autres, on ne se sent pas compris, on se sent isolé. Il y a un sentiment de solitude, de coupure. Et il y a peut-être aussi un troisième élément, évidemment, c'est qu'on se sent plutôt passif, on n'a plus de motivation, et on se sent souvent à côté de sa vie. On ne se sent pas légitime, on ne se sent pas au bon endroit, on se sent à côté de sa vie. Et donc si c'est ça, c'est tout simple alors de définir le bien-être. Le bien-être, ça serait un sentiment de plénitude. On a le sentiment qu'il ne nous manque pas quelque chose, c'est la plénitude. Ça serait un sentiment de connexion. On se sent lié, connecté, peut-être aux autres, mais aussi à la vie et au monde. Et ça serait dans ce cas aussi un sentiment le sentiment que notre vie a une direction, mais peut-être aussi une signification, il y a un sens dans notre existence, un sentiment peut-être de cohérence. On se sent cohérent dans notre existence, donc ce serait tout simple. Et si vous regardez ces 3 éléments-là, ce sont 3 éléments d'un programme qu'on a développé ici avec Rebecca, que Rebecca a piloté, et donc qui est un programme qui a commencé à être testé, étudié, validé, dans cette idée de nous permettre de développer un plus grand bien-être. Et donc il y a de la littérature scientifique là-dedans.
c'est pour montrer le sentiment de cohérence. Donc on a le sentiment qu'on est à sa place, en cohérence dans sa vie. Alors la vie n'est pas toujours facile. C'est ça qui est parfois pas évident. Ça semble basique, simple, évident, mais dans les vagues, dans la tempête de la vie, ça peut parfois être compliqué pour nous. Alors moi, j'aime bien les définitions optimistes. Rebecca sait que je suis quelqu'un d'optimiste, par exemple, qui disent que la vie est une aventure pleine de difficultés et à la fin, on meurt. Ou alors, c'est pas comme ça pour vous. Moi, je trouve ça assez réaliste. Ou la vie, encore plus simple, la vie est une aventure dont personne ne sortira vivant. Et donc, c'est vrai, on ne sortira pas vivant de tout ça. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à le vivre le mieux possible, parce que c'est de toute façon désespéré. On n'en sortira pas. Donc quoi que l'on fasse, nous sommes tous condamnés. C'est la psychologie positive dont on parle ici. Donc, Et alors, si on va voir un autre philosophe grec qui était un peu dans cette vision de la vie, qui s'appelait Épictète. Épictète disait qu'au fond, dans cette vie compliquée, ces vagues de la vie pour lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, il disait que le secret du bonheur, c'était de se concentrer sur les choses qui dépendaient de nous, que l'on pouvait changer, et d'accepter totalement et radicalement toutes les choses sur lesquelles nous ne pouvons rien faire, sur lesquelles nous n'avions pas d'emprise. Et la psychologie positive, au fond, elle nous propose la même chose. Elle nous dit qu'est-ce qui, dans nos vies, sont des choses pratiques, pragmatiques et positives que l'on peut développer, que l'on peut améliorer. Et ça ne consiste pas, évidemment, à partir d'une vision idéaliste. La psychologie positive, ce n'est pas sortir quand il pleut en disant « il ne pleut pas ». Ça, c'est de la bêtise. Quand il pleut, il pleut. Voilà, c'est comme ça. Quand on est malade, on est malade. Mais la question, c'est quel regard porte-t-on là-dessus et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et c'est les quelques points que je vais essayer de développer avec vous. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Il y a 3 éléments. Il n'y a rien de plus simple que ce que je vais vous proposer. Et en même temps, c'est difficile, en tout cas pour moi. Et le premier point qui est évident, c'est une des choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action, c'est notre attention. C'est à quoi est-ce que je porte attention à n'importe quel moment de ma vie. Donc, je ne peux pas changer la force des vagues dans l'océan, je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux changer peut-être là où je porte mon attention. Et on sait, d'après beaucoup de recherches aujourd'hui, qu'on a tendance à porter attention d'abord à ce qui ne va pas. Alors pas parce qu'on est négatif ou mal construit, parce qu'on est très très bien construit. On est bien construit dans l'histoire de l'évolution pour voir d'abord ce qui nous menace. C'est indispensable pour survivre, d'être attentif d'abord aux prédateurs, par exemple, aux difficultés, aux dangers. Et donc d'être attentif à ça, et surtout d'y rester attentif, de ne pas baisser sa garde, nous a permis de survivre. Et évidemment, aujourd'hui, ce qui a été utile ou ce qui est utile pour nous à certains moments se retourne aussi contre nous. Et la question, c'est à quoi sommes-nous attentifs? Comment sommes-nous attentifs? Alors, le premier élément qui est basique, simple, évident, c'est sommes-nous capables de regarder ce qui va bien quand la vie va bien? Alors ça semble évident, mais ce n'est pas tellement évident pour la plupart d'entre nous. On est tellement pris par nos habitudes, par le fait de fonctionner, que nous oublions bien souvent de regarder ce qui va bien quand ça va bien. Mais on pourrait dire que ça devient encore plus compliqué quand la vie est difficile, voilà, lorsque nous sommes malades, ou lorsqu'il y a un conflit dans notre couple, lorsque la vie ne va pas exactement comme nous le voudrions. Est-ce que nous sommes capables de regarder dans ces moments-là ce qui va bien? Et attention à nouveau, il ne s'agit pas de positiver. C'est pas de dire oui, mais quand même, malgré tout, non, c'est vraiment de voir de manière très très concrète et réaliste qu'est-ce qui va bien alors que ma vie va mal. Et je pourrais dire que l'exemple le plus radical pour moi, c'est une amie, Patricia, qui était prof en Belgique, dans l'école de commerce de l'université où je suis à Bruxelles, et qui, à la fin de sa vie, elle a vécu 6 ans, on lui prédisait 6 mois. Quand on allait la voir, on était quand même souvent un petit peu triste. Moi, je me souviens, j'étais pas toujours très bien dans l'hôpital. Elle avait une énergie, une capacité à être à l'écoute des autres. Et quand je lui demandais, mais Patricia, mais comment peux-tu être aussi ouverte et positive alors que tu ne sais pas combien de jours ou de semaines tu seras vivante encore, alors que tu as 2 enfants que tu sais que tu vas laisser? Et elle me disait, c'était toujours la première à me montrer le cerisier en fleurs par la fenêtre. Elle n'inventait rien, le cerisier était là. Mais c'est que moi, j'étais tellement pris par mes pensées, par tout ce qui allait lui arriver, m'arriver, j'allais perdre une amie, et ainsi de suite, que je ne voyais plus le cerisier. Il me disait, Ilios, est-ce que tant que je suis vivante, c'est qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas bien? Et le jour où il y aura plus de choses qui vont mal, je ne serai tout simplement plus là. Et le secret du bien-être, très concret, c'est d'être capable de regarder ce qui va bien, alors que tout va mal à côté. Et les choses vont vraiment mal, elle pouvait le voir aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre à tourner son regard? On sait, de nombreuses études montrent que les personnes qui souffrent d'anxiété sociale, par exemple, importante, elles ont un biais d'attention. On leur montre des visages sur l'ordinateur, des visages menaçants ou des visages de personnes qui sont plutôt positives. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rester longtemps accrochées
au visage menaçant, elles vont avoir du mal à se désengager du stimuli négatif pour aller voir ce qui va bien. Mais dans l'anxiété, on a tendance à faire ça. Et pourquoi? Parce que s'il me menace, c'est important que le prédateur, je le regarde. Il pourrait se lever en plus, essayer de me faire quelque chose. Donc je dois faire ça. Mais vous imaginez tout ce que je perds, évidemment. Et puis la perte de compétences aussi. C'est qu'à force de regarder uniquement la menace, je ne vois plus que la menace. La menace nourrit mon niveau d'anxiété. Je deviens plus réactif. Et pour finir, je suis juste prêt à me battre avec Laurent. Ça, je ferai tout à l'heure. Mais je ne suis plus ouvert à ce qui se passe ici avec vous. Vous permettez, je regarde de temps en temps mes notes, je me dis c'est intéressant de regarder ces notes. Alors on peut le voir pour tout. Ici, dans le mouvement de la psychologie positive, on voit ça par rapport à nous-mêmes, par exemple. Est-ce qu'on a tendance à voir d'abord nos qualités ou d'abord nos défauts? Et dans notre culture francophone, en tout cas en France, on a peut-être plutôt une tendance à aller voir d'abord les défauts. Et d'ailleurs, on a l'air plus intelligent quand on regarde ses propres défauts et ceux des autres. Il y a une étude, je n'ai pas les références, désolé Laurent, mais où on proposait aux personnes de noter des critiques d'ouvrages. Et donc certaines critiques d'ouvrages étaient très négatives et d'autres étaient positives. Et on notait l'intelligence de la personne qui avait fait les critiques. Et les personnes notaient une intelligence beaucoup plus élevée dans les critiques négatives, dans les critiques positives. Et donc les gens qui sont négatifs ont l'air plus intelligents. Et d'ailleurs, dans le milieu intellectuel français, il y avait à un moment un peu de ça, lorsqu'on est très critique, alors on a l'air plus malin, lorsqu'on parle de psychologie positive, on a l'air d'un dounier dans le meilleur des cas, un bisounours, voilà, c'est un dernier. Pourtant, mais pourtant, ce sont deux choses qui peuvent être vraies toutes les deux. On pourrait avoir dans la même salle le défaut ou la qualité, les deux sont là, mais pourquoi a-t-on l'air tellement plus intelligent à voir? Et donc on veut se dire quelles sont les conséquences de ça. Avoir uniquement nos défauts, on peut le voir au niveau des autres. On pourrait se dire par exemple, vous avez un conjoint. Et ce qui arrive bien souvent, c'est qu'au début, quand on rencontre son conjoint, on a tendance à voir plutôt les choses lumineuses. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous. Et c'est même terrible, c'est que les mêmes choses qui étaient lumineuses au début, qui nous ont attirés chez le conjoint, peuvent devenir ce qui nous énerve par la suite. Le fait, par exemple, qu'il était très artiste, et quand le soir venu, il jetait ses habits partout. Mais pour finir, on voit ça comme un défaut alors qu'on le voyait comme une force. Et la question, c'est dans quelle mesure pouvons-nous encore cultiver aujourd'hui cette capacité, en rentrant chez nous, à avoir la qualité de la personne qui est à côté de nous. Plutôt que d'aller essayer de résoudre les problèmes avec son conjoint, c'est une drôle de manière de faire les choses, on pourrait se dire aujourd'hui, en rentrant chez moi, est-ce que je pourrais me rappeler de comment je le regardais, de ce qui m'a attiré chez lui, du regard que j'avais, et est-ce que je pourrais renforcer ça? Et la question, ce n'est pas d'inventer quelque chose. Alors, j'espère que je n'ai pas raconté ça, je l'ai peut-être déjà raconté, mais quelque chose qui m'avait vraiment marqué lorsque j'étais plus jeune et que je faisais du conseil. Et un jour, il y a un couple qui vient me voir. C'était le mari qui vient me voir, il était sur le point de se séparer. Et je lui demande, mais pouvez-vous me donner un exemple de votre conflit? Il me donne un exemple. Et il me dit, voilà, par exemple, ma femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne sort jamais l'éponge. Et ça sent mauvais, mais c'est vrai, ça sent mauvais, et ça me rend fou, et c'est le meilleur exemple, et elle le fait exprès pour m'énerver. Évidemment, c'est ce que les gens pensent, elle le faisait exprès de ne pas essorer l'éponge. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à le lui dire, il avait l'impression que plus il le disait, moins elle le faisait. Et il ne se rendait pas compte qu'en réalité, à force de mettre de la pression, elle se raidissait, et en se raidissant, on a tendance à faire quoi? Nos comportements automatiques ressortent de plus belle. Et ce que je l'avais... Alors, à l'époque, j'avais pas grande confiance dans mes compétences, et donc j'ai d'abord meublé avec plein de choses que je pensais qui étaient intelligentes à dire sur la relation, le coaching et tout ça. Mais à la fin, moi, ce que j'avais envie de lui dire, c'est réfléchis un peu, qu'est-ce qui est plus important pour toi, ta femme ou l'éponge? Mais oui, en fait, c'était ça. Et puis la deuxième chose que j'avais envie de lui dire, je dis pourquoi tu n'achètes pas un grand stock d'éponges et tu jettes à chaque fois l'éponge? Est-ce que ça coûterait pas moins cher qu'une thérapie? Mais je ne pouvais pas dire ça, ça n'aurait pas... Et puis pour finir, il était d'accord, c'est de se dire que en termes de résultats, est-ce qu'il n'aurait pas eu un résultat tellement plus extraordinaire à renforcer à chaque fois qu'elle essorait l'éponge, même si c'était rare, de manière authentique et vraie en disant « Tiens, mais j'ai remarqué que tu avais essoré l'éponge, je sais que pour toi, c'est pas important, mais pour moi, c'est tellement fondamental, ma vie en dépend pratiquement. Je te remercie d'avoir porté attention à ce qu'il y a de plus important pour moi dans l'existence, de manière vraie, authentique, et ça augmente les probabilités statistiques que la personne continue à faire ça. » Et je me souviens d'un autre, un jour, un papa qui revient de l'école, et son fils qui avait été dans un genre je sais pas, voilà, une classe pendant les vacances, son fils revient de là et il a fait du patin à roulettes et son père lui dit « Écoute, mais c'est génial, tu as fait ça, tu es vraiment doué, regarde comme tu apprends vite. » Et son fils lui dit « Non papa, c'est pas vrai, je suis très lent. » Alors il lui dit « Mais pourquoi tu dis que tu es lent ?» Il dit « Ah oui, mais c'est mon encadrant, la personne m'a dit que j'étais lent. » Alors il va très gentiment, parce que c'est un métier difficile, être enseignant, c'est le plus beau métier, le plus difficile, donc c'est normal que ce n'est pas évident. Mais il va quand même juste l'interroger, lui dire « Tiens, mais mon fils dit que vous avez dit qu'il était lent,
Et la personne lui dit, non seulement il est lent, mais il a des problèmes en plus de communication que les adultes. Alors moi, je me suis dit, quelqu'un qui parle comme ça aux enfants, moi j'aurais des problèmes de communication avec lui directement aussi, mais ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et au fond, cette personne faisait du mieux qu'elle pouvait, mais ce qu'elle faisait, c'est que pour aider l'enfant, il pointait ce qui lui semblait important d'améliorer. Et ça aurait été tellement plus simple, par exemple, pas d'inventer quelque chose, mais dire au petit garçon, lui dire, écoute, tu sais, toi tu es quelqu'un qui a une qualité extraordinaire. La plupart d'entre nous, les grandes personnes, il nous faut des années pour comprendre qu'avant de se lancer tête baissée dans quelque chose, ça vaut la peine de regarder, ça vaut la peine de réfléchir, ça vaut la peine de prendre son temps. Et toi, tout jeune comme tu es, tu le fais déjà, mais quelle qualité tu as. Et en même temps, tu sais, dans certains cas, faire les choses différemment, ça peut être utile aussi. Voyons ensemble comment on peut apprendre à faire ça ensemble. Et ça ne serait pas différent que de lui coller une étiquette, tu es lent. Et cette étiquette-là, s'il y adhère lui-même, il va finir par devenir vraiment lent. Il va finir par, toutes les étiquettes qu'on se colle ou qu'on nous colle, auxquelles on croit, finissent par avoir un réel effet sur nous. Et je ne sais pas si vous est déjà arrivé qu'on vous colle une étiquette. C'est compliqué si on vous dit que vous êtes quelqu'un de nerveux. Est-ce que ce n'est pas très énervant? Et vous finissez par être énervé d'être traité de nerveux et à confirmer ce que vous ne voulez pas. Et là, on va dire c'est vraiment vous-même. Non, ce n'est pas vraiment vous-même. Vous êtes pris dans quelque chose qui est compliqué. Une fois que le tiroir a été poussé, vous essayez d'en sortir et tout le monde vous repousse dedans. C'est difficile. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut décoller les étiquettes? Et d'ailleurs, rendre quelqu'un maladroit, c'est facile. Il suffit d'observer parmi vous tous, que lorsque vous êtes jeune, la première fois où vous êtes maladroit, et de dire quand vous passez à côté, mais quelle est maladroite celle-là? Et pour finir ne pas lui permettre de déstraver la table parce qu'elle est maladroite, et ainsi de suite. Et voilà, on va finir par renforcer ce qu'on ne voulait pas montrer. Et si on propose le contraire, portez attention aux qualités, aux ressources. Ce n'est pas inventé, c'est ce qu'il y a de vrai là vraiment. Et ceux d'entre vous qui travaillent dans une organisation et qui travaillent avec d'autres personnes, moi je dirais que ce qui me semble intéressant, moi, c'est de prendre le pire ou la pire des personnes avec lesquelles vous travaillez et de vous dire quelles sont les qualités de cette personne-là. Parce qu'elle en a, pas beaucoup, mais certainement qu'elle en a une. Et la question, c'est juste passer son temps à renforcer ce qui est déjà là et qui a de lumineux. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous donnera plus que passer votre temps à essayer de corriger un adulte? Moi, j'ai déjà essayé de corriger beaucoup de personnes autour de moi, ça n'a pas très bien fonctionné. Et d'ailleurs, il y a longtemps, je vivais avec quelqu'un, ce n'est pas ma compagne d'aujourd'hui, et j'ai essayé de changer l'autre. J'ai essayé longtemps, et la personne qui était là était beaucoup plus intelligente. Elle a compris qu'on ne peut pas changer l'autre, mais qu'on peut changer d'autres. Ceux qui rient ne sont pas gentils, hein. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Voilà, c'est compliqué. Alors que cette idée d'attention, c'est très différent. Et donc dans ces moments-là aussi, je me dis quelle est la force sur laquelle je peux m'appuyer. Je me dis une de mes forces, parce que comme ça je vais le faire tout de suite, le risque dans un moment où on me dit il te reste 5 ou 10 minutes, alors que j'ai fait un dixième de ce que je vais vous dire, même pas, c'est d'accélérer. Ça, c'est pas ma force, c'est mon habitude. Mon comportement automatique, c'est accélérer, et dans ce cas, plus personne ne comprend rien, ça ne sert plus à rien. Alors que ma force, ça serait la présence, que je n'habite pas toujours, et donc revenir à être présent, c'est ralentir. Donc, moins j'ai de temps, plus j'ai tendance à accélérer, et plus je devrais ralentir. Donc je vais ralentir. Un élément évident, très simple, sur lequel je n'ai pas besoin de passer de temps, c'est cette question de remercier. C'est prendre conscience des bienfaits de notre vie, et de ne pas attendre qu'il ne soit plus là. Et donc vous connaissez la citation, « Bonheur, je t'ai reconnu au bruit que tu as fait en partant ». Est-ce que nous devons attendre d'avoir une main blessée pour reconnaître le bonheur de juste de bouger sa main? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir le dos qui ne fonctionne pas? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir le conjoint qui s'en va pour reconnaître le bonheur qui est aujourd'hui dans nos vies? Et à nouveau, ce n'est pas d'inventer, c'est cette capacité de reconnaître et remercier pour les bienfaits de la vie d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la gratitude, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup d'exercices différents. Et je me souviens particulièrement de quelqu'un qui a travaillé avec moi, et je lui demandais, tiens, pour qui est-ce que tu as la gratitude, si tu devais écrire une lettre? Et il me dit, c'est pour une professeure à l'université, et qui avait une capacité, par son attitude et par les questions qu'elle posait lors de l'examen, à réellement nous élever et à tirer le meilleur d'entre nous. Et je me suis dit, un peu naïvement, je me suis dit, cette prof, elle doit être une prof de philo, ou de psycho, c'est matière noble dans la vie, peut-être de sociaux, qui sait, ou un truc comme ça. Et quand il m'a dit que cette prof était une prof de droit des obligations, je me suis dit que ça devait être vraiment une prof extraordinaire. Donc vous imaginez que vous enseignez le droit des obligations, et vous arrivez lors de l'examen à avoir une attitude tellement extraordinaire, que 30 ans après, vos élèves se souviennent encore de vous. C'est incroyable, non? Et ont envie de vous dire merci pour ça, vous avez changé leur vie, par votre manière de poser des questions lors d'un examen d'une matière tout à fait, pour moi, rebutante. Et lui, ce n'était pas la chose qu'il préférait. Donc voilà, ça peut avoir un grand effet. Alors, les études,
Je n'ai pas besoin de vous parler de ça, il y a tellement d'études aujourd'hui qui nous montrent à quel point une pratique aussi simple que celle-là a un effet important. Alors, bien évidemment, savourer, dans notre capacité à porter attention sur la vie dans ce qu'elle a de beau et de riche, en utilisant nos 5 sens et en sortant un peu de la prison de la tête dans laquelle nous sommes bien souvent enfermés. Alors à nouveau, il ne s'agit pas de dire que le mental est inutile, il est tellement un serviteur, tellement extraordinaire. Lorsqu'il peut être un serviteur, il peut être un dictateur. Dans ma vie, il l'a été tellement, tellement difficile. Et c'est tellement simple, c'est de revenir à nos 5 sens. Tout à l'heure, lorsque nous descendrons, est-ce que nous allons avaler, c'est ce que je fais souvent, ce qu'il y a à manger comme ça, en parlant, pensant à autre chose? Est-ce que je suis capable de sentir, goûter, toucher, écouter, et donc revenir à l'expérience sensorielle? Ça nous ramène au présent et ça nous permet de goûter vraiment ce que la vie a nous apporté. Et de nouveau, je vais vous dire une platitude, mais qui est vraie, c'est que nous n'avons que des instants à vivre. Cet instant-ci, le reste c'est de la théorie. On peut dire oui, avant, après, mais chaque instant qui passe et qu'on ne vit pas vraiment, il est perdu pour toujours. Alors il y a l'instant d'après peut-être, mais à force de vivre comme ça, peut-être qu'on ne vit jamais vraiment. Et l'idée toute simple, c'est revenir, porter attention à l'instant présent. Savourer peut être lié à d'autres choses aussi, qui sont dans l'idée de porter attention à ce qu'il y a d'utile, de beau, de riche, des bénéfices, donc qui est admirer, s'émerveiller de l'existence dans ce qu'elle a maintenant à nous apporter. Je me souviens un jour où c'était une journée qui avait commencé, je pensais qu'elle avait bien commencé, je suis parti avec ma petite fille pour aller faire une promenade. Et puis, très peu de temps après, ça vient à peine de commencer, qu'est-ce qui m'arrive évidemment? Mon pneu, crevaison de la voiture. Et je me dis, voilà, c'est très simple, je vais changer mon pneu et je continuerai ma journée. Et puis je vais voir et je me rends compte que la clé ne fonctionne pas bien. J'arrive à plier la clé, il faut quand même le faire. Je plie la clé en essayant de dévisser ma roue. Bon, je ramène ma petite fille chez elle, je reviens à la voiture, et puis ça ne fonctionne pas. Puis je me dis, je vais aller à la pompe, c'est fermé. Puis je vais aller jusqu'au magasin de bricolage. Et au moment où j'arrive devant, le rideau se ferme devant moi. J'essaie de faire signe à la personne pour qu'elles ouvrent et évidemment, elles n'ouvrent pas. Et là, j'étais en train de me dire, mais zut, quoi. J'espère qu'enfin, ça va se résoudre pour que je profite enfin de ma journée. C'était une très belle journée de week-end. D'habitude, je travaille tellement, j'avais vraiment envie d'en profiter. Et puis, je reviens à la pompe, j'arrête quelqu'un, il s'arrête pour moi, ça ne fonctionne de nouveau pas. Et là, j'étais vraiment, je commençais à être, j'avoue, un petit peu tendu. Et à ce moment-là, je me tourne et je vois la rue et je vois le soleil qui est là. Et vraiment, ça a été une gifle. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je passais à côté de l'expérience de ma vie, au fond. En attendant qu'après, j'allais profiter de la vie après, enfin, lorsque tout serait résolu. Mais je peux faire ça toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai respiré, j'ai vu ce soleil qui était là, extraordinaire. Tout à coup, ça s'est ouvert, je me suis senti tellement bien, pour aucune raison. Ma voiture était là en panne, le pneu et ainsi de suite, mais je me suis senti bien. Et je vous jure que c'est vrai. À ce moment, quelqu'un s'est arrêté. Et c'était quelqu'un qui était garagiste, qui avait dans sa voiture exactement tout le matériel. Il m'a dévissé tout ça, il a changé mon pneu, il a fait tout ça et je suis rentré chez moi. Mais c'est au moment où j'en avais plus besoin. Parce que j'étais content là, mais c'est ça, si j'attends toujours après, voilà, je passe à côté de quelque chose. Hélène Keller, que vous connaissez tous, voilà ce qu'elle nous dit. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Donc c'est vraiment cette question de où est-ce que je porte mon attention? Est-ce que je peux m'entraîner au quotidien à porter attention à ce qui va bien, à ce qui est riche, au bienfait, à l'émerveillement. Il y a un deuxième élément sur les 3 éléments que je voulais vous apporter. Donc le premier qui était, en portant attention, nous sommes peut-être un tout petit peu moins dans ce qui est le manque, puisque je regarde ce qui va bien, ce que j'ai, et donc ça va me remplir. Je peux être plein de la beauté de mon expérience et de la beauté du monde à n'importe quel moment. C'est le sentiment de plénitude. Et le deuxième, c'était le sentiment de coupure, d'être séparé, d'être coupé, d'être seul, de soi-même et des autres. Et la question ici, elle est toute simple, c'est comment pouvons-nous cultiver quelque chose, et ça tombe bien, qui est plutôt que le jugement que nous avons bien souvent sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie, donc une attitude de jugement. Comment pouvons-nous cultiver une attitude de douceur, de bienveillance? Et c'est un point que je ne vais pas devoir développer beaucoup, puisque Emmanuelle, qui est assise là, elle va le développer juste après. Et donc je peux vous faire l'économie de ce point-là, puisqu'elle va le développer après. C'est très bien. Et donc cette qualité, cette attitude de douceur et de bienveillance qu'on peut avoir
envers nous-mêmes et envers les autres, elle est fondamentale et importante. Et là aussi, très rapidement, on peut, si je vous montre ça, c'est de nouveau le monde des bisounours, évidemment. Hein, c'est un cœur dans le ciel. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant. Il y a tellement de littérature, pour ceux qui en ont besoin, qui nous montre à quel point ce changement d'attitude envers nous et envers les autres a des effets significatifs dans la vie. Et on peut penser tout simplement au niveau social, puisque Laurent est là et qui vient de faire une merveilleuse étude sur la confiance, c'est que vivre en société sans bienveillance, ce serait tout simplement impossible. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, cette qualité de bienveillance, elle est nécessaire juste pour vivre ensemble. Au-delà du bien-être, évidemment, et de ce qui est important pour le bien-être. Et moi, je te laisserai développer tout ça par la suite. Alors, le point sur lequel on peut terminer, c'était le troisième point du mal-être et du bien-être, qui était le sentiment d'être à côté de sa vie, au fond. Le sentiment d'être passif, d'être à côté de sa vie. Et la question, c'est comment pouvons-nous nous mettre en action? Comment pouvons-nous avoir le sentiment d'être à notre place? Alors, pour ça, il y a quelques maîtres de vie qui, pour moi, sont importants. Alors, il y a les questions qu'on peut se poser, évidemment, parce que c'est toujours des questions qu'on se pose, qui sont les questions de se poser régulièrement, de savoir qu'est-ce qui est vraiment fondamental pour nous, au fond. Quelles sont les directions? Quelle est ma boussole? Ce qu'on appelle les valeurs, quelque part. Et comment est-ce qu'on peut, au quotidien, incarner ça? Alors, bien sûr qu'on pourrait se dire aussi que peut-être que vous êtes prof de psychologie, et qu'en réalité, vous avez l'âme d'un peintre, ou que vous avez l'esprit d'un danseur, et que peut-être aussi vous pourriez le faire. Qu'est-ce qui vous empêche? Peut-être pas changer de vie complètement, mais peut-être que vous pourriez cultiver à côté de cette qualité de prof ou d'autre chose, vous pourriez, dans vos temps, aller nourrir cette âme d'artiste, de peintre, de danseur, d'agriculteur, et ainsi de suite. Alors, peut-être qu'il ne faut pas seulement aller jusqu'à là aussi. Peut-être qu'on pourrait se dire que les valeurs, c'est quelque chose qu'on peut vivre n'importe où, n'importe quand, et qui est au fond, si pour vous ce qui est important, j'invente, hein, c'est l'équité, ou c'est d'avoir un monde plus juste, ou c'est le partage. La question, c'est au fond, dans notre quotidien, juste là où vous êtes, maintenant, dans ma manière d'animer une conférence, dans ma manière de dire bonjour à la personne que je rencontre, parce que je peux dire, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est l'engagement social et je sais pas, la justice et l'empathie. Puis j'arrive ici en bas, il y a la personne qui très très gentiment doit m'aider à imprimer, puis ça ne marche pas, et je peux commencer à la maltraiter, à lui dire qu'elle est complètement incompétente, et comment est-ce possible? Moi qui viens donner une conférence, on n'a pas foutu de me donner le matériel compétent, et ainsi de suite, et donc ça serait spécial, vous voyez, je viens parler de ça, et puis dans mes comportements, je fais le contraire. Et je ressemblerais aux gentils inquisiteurs de l'époque qui parlaient de l'amour de Dieu, et qui, dès que quelqu'un n'était pas dans l'amour de Dieu, ou risquait de ne pas l'être de la bonne manière, on faisait un beau bûcher, et au nom de l'amour de Dieu, on allait brûler quelqu'un. Alors je caricature un petit peu, mais c'est ce qu'on faisait. Au nom de l'amour, on pouvait faire n'importe quoi. Et on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui ne vit pas ses valeurs. Ça me paraît difficile de brûler quelqu'un au nom de l'amour. En tout cas, quand on est dans l'amour, voilà, on peut toujours essayer de m'expliquer tout à l'heure à la pause, mais ça me paraît avoir une contradiction. Et la question, c'est comment pouvons-nous incarner dans nos petits gestes? Dans mon cas, être un père présent et attentif, c'est une de mes valeurs. Mais je me rends compte que, voilà, il m'arrive de partir le matin, et je suis il y a tellement de choses à faire, et je suis pressé pour aller donner une conférence sur la présence, que j'oublie de dire au revoir à ma petite fille. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle, elle l'oublie pas. Et qu'elle n'a même pas encore 3 ans, qu'elle m'appelle « Papa !» Et je pars comme un père incohérent, tout à fait, et je reviens, juste après, hein, au sein d'un appel, je fais quelques pas en arrière, et je reviens comme un père cohérent. Donc je prends le temps. Et ce qui est génial, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Les valeurs, on ne peut pas les atteindre, on ne peut pas arriver quelque part, mais on peut à chaque moment de la vie vivre en cohérence avec cela. Donc on peut nourrir ces valeurs ou ne pas le faire. Et donc on peut trébucher et se relever à n'importe quel moment. C'est la bonne nouvelle. Et pour moi, le maître peut-être dans cette aventure-là, un des maîtres, il y a Patricia dont j'ai déjà parlé, c'est Viktor Frankl, que vous connaissez certainement, un psychiatre juif autrichien qui est passé par les camps. Et qui disait que dans le camp de concentration, peut-être voilà, qui est vraiment l'exemple peut-être le plus terrible de l'horreur, ceux qui mouraient les premiers n'étaient pas les plus faibles, n'étaient pas les plus fragiles, ce n'étaient pas les plus âgés, mais c'était ceux qui avaient perdu un sens à leur existence. Quand il n'y avait plus de sens, qu'il n'y avait plus de raison de vivre, en fait, c'était le titre d'un de ses livres, alors on les trouvait morts le lendemain matin. Et lui, c'est ce qu'il avait tenu vivant et debout. Il disait, bien avant d'avoir été mis dans un camp, il avait l'idée, cette idée du sens était importante pour lui. Il passait son temps à partager ça, en tout cas à y réfléchir, à préparer un livre, et puis il se retrouve dans cette vie confronté plusieurs fois à cette question centrale de l'existence. La première fois, lorsque le nazisme monte et que les Américains, qui offraient des possibilités d'émigration aux personnes qui avaient des choses à porter souvent.
pas n'importe qui, lui propose de venir aux États-Unis, mais ne propose pas à ses parents. Ses parents sont déjà âgés. Et lui, sa question, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental dans ma vie? Est-ce que je pars et alors ça me permet de transmettre ce qui est important pour moi? Mais alors je laisse mes parents, et il est resté. C'est ce qui était important pour lui. Puis pour finir, ses libertés se réduisent, il ne peut plus que soigner les Juifs, puis pour finir, on le met dans un camp. Et là, il est dans le camp, c'est terrible ce qui se passe, il essaie de soigner les personnes comme il peut. Ce n'est pas un hôpital, hein, c'est un camp de concentration. Et une nuit, il y a une évasion qui se prépare. Et on lui propose à partir de l'évasion, de sortir de l'horreur. Évidemment qu'il est d'accord, c'est quelqu'un qui est engagé, qui est positif, qui a beaucoup d'espoir, d'optimisme. Et il fait le tour des personnes qu'il soigne, et il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, qui le regarde dans les yeux le soir, et qui lui dit « Je sens que toi aussi tu m'abandonnes ». Et là, il est renvoyé à cette question, mais qu'est-ce qui est important pour moi, là, dans le camp, maintenant? Est-ce que je suis fidèle à ce qui est central? Et pour lui, être fidèle à son serment de médecin, c'est de rester là, évidemment. Non pas par obligation, non pas par qu'en dira-t-on, évidemment. Dans ce cas-là, simplement parce qu'il y avait de fondamental pour lui. Et donc, il reste. Et évidemment, l'histoire a bien fini, puisqu'il a pu la raconter. Et vers la fin de... Parce qu'on m'a raconté ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté qu'à la fin de la guerre, les nazis bombardent un pont qui arrive au camp, parce que l'armée arrivait de libération, et on envoie tout le monde pour aller reconstruire le pont, et Frankel est là, très très malade et faible, il est en train de marcher dans la neige, il tombe, et on commence à lui donner des coups de crosse, il voit le sang qui tombe sur la neige, et il se dit, ça se termine ici, je vais mourir. Et à ce moment-là, de nouveau, il se concentre sur l'essentiel, ce qu'il y avait pour lui, et c'est de partager cette question du sens. Et il se dit, je me suis vu dans un auditoire, en train de raconter ce qui m'arrivait. Et j'aime beaucoup parce qu'il n'invente pas quelque chose. Donc il se concentre sur le sens dans ce qu'il y a de plus concret, de réel de sa vie. Donc je raconte là ce qui m'arrive. Il dit, mon corps s'est relevé, il a marché, il a fait ce qu'il fallait, il est revenu, il a survécu. Et il a appris que sa femme et ses parents étaient morts dans les camps, assassinés. Et malgré tout ça, malgré le plus terrible qu'on puisse imaginer, il a eu une vie heureuse et utile. Et moi je trouve ça extraordinaire. De quelqu'un qui passe par l'horreur la plus insurmontable peut-être, et qui, grâce à son attitude, arrive à avoir une vie qui est belle pour lui. Donc c'est le bien-être au niveau individuel, mais c'est le bien-être aussi au niveau collectif, puisqu'il participe au bien-être des autres. Beaucoup plus contemporain, Barack Obama, si vous allez voir sur Internet, alors j'ai vu ça juste hier, très intéressant, un discours qu'il fait, je pense, aux stagiaires de la Maison-Blanche. Il leur tient un discours, un petit morceau extrêmement intéressant, où il leur dit, en substance, ce que je retiendrai plus tard au moment de ma mort, hein, si j'étais vraiment au moment de ma mort maintenant, et que je regarde en arrière, je ne retiendrai pas le bureau ovale, je ne retiendrai pas ma fonction de président. Il dit, je ne retiendrai même pas ma loi sur la santé, qui est tellement importante, Obamacare. Et il le dit, elle est importante, je pense qu'elle est importante, mais ce n'est pas ça que je retiendrai. Il dit, ce dont je me souviendrai, c'est d'avoir pris mes filles par la main et d'avoir été au parc me promener avec elles. Et je trouve que c'était très fort, et peu importe, au fond, ses valeurs à lui, mais c'est le message qu'il apporte à ses stagiaires. Il leur dit, écoutez, ne passez pas à côté de l'essentiel, ne passez pas à côté de ce qui est vraiment important dans l'existence, ne soyez pas dirigés par l'habitude, par l'urgence, par le quotidien, mais posez-vous la question tous les jours tant que vous êtes là. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans l'existence, et comment est-ce que je peux le soigner juste maintenant, là où vous êtes, là où je suis, juste ici. Si c'est Barack qui l'a dit, où est-ce que j'en suis là? Ma dernière minute, hein? C'est ça, c'est la dernière minute. Comment est-ce que je vais clôturer ça? Ça, c'est la question. Hein. Comment est-ce qu'on va clôturer tout ça? Je me dis, la voûte étoilée, pour moi, c'est un très bon moment et un bel endroit pour me dire, tiens, au fond, en même temps, c'est l'immensité et la beauté du monde qui me ramène à l'essentiel, à la connexion en fait, avec moi-même et à la vie, à me dire, tiens, au fond, dans cette petite poussière d'étoiles, comme dirait Uber Eats, que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Quel est le sens de l'existence juste maintenant? Et pour terminer, je me dis, une histoire, c'est toujours mieux pour terminer que beaucoup de discours. Je regarde encore Laurent, je me dis, mais le pauvre, il m'invite ici, un scientifique, je lui ai raconté 2-3 banalités, et maintenant, je vais devoir clôturer pour essayer de rattraper tout ça. C'est mal parti, hein. Je me dis, je pourrais raconter peut-être 3 histoires. C'est une minute, 3 histoires d'une minute, ça peut ou pas? Oui, ou plutôt pas, parce que je peux m'arrêter juste là. La première histoire, vous la connaissez très certainement, c'est cette histoire d'un homme intelligent, un ingénieur, qui se promène par une très très belle journée, où il y a un beau soleil, sur une colline qui surplombe la mer.
il prend un petit chemin qui descend et il s'approche de la plage. Et comme il s'approche de la plage, il voit la silhouette de quelqu'un qui semble se baisser et se relever inlassablement. Et notre ami, en s'approchant, voit que la plage est couverte d'étoiles de mer, que c'est la marée basse, et qu'à la marée basse, vous le savez sûrement, les étoiles de mer qui sont sur le sable meurent asphyxiées. Et qu'une vieille dame est là, très âgée, et qui prend les étoiles de mer et les rejette dans l'eau. Notre ami est ingénieur et intelligent, et donc il interpelle la dame, il dit « Madame, mais avez-vous perdu la tête? Ce que vous faites ne change rien. Regardez, je vais vous le prouver. On prend 1 mètre carré, on compte le nombre d'étoiles de mer sur le mètre carré, on multiplie par le nombre de mètres carrés sur la plage, on multiplie par le nombre de plages, il y a exactement 642 732 étoiles de mer qui meurent en ce moment, et vous en jetez quelques-unes à l'eau, ça ne change rien. C'est inutile. Et cette vieille dame prend une étoile de mer, le regarde dans les yeux, la jette dans l'eau et lui dit « Vous avez tout à fait raison, mais pour celle-ci, ça change tout. » Et puis il y en a une autre que j'aime bien, une petite histoire qui vient de l'alchimiste de Paulo Coelho, qui nous parle de ce berger qui a cette envie, tout à coup, voilà, il ne se sent pas tellement bien, et puis il rêve d'un trésor qui donnerait enfin du sens à sa vie, là-bas très loin. Et puis il décide de se mettre en route, et il traverse l'océan, il arrive devant un château majestueux, et on lui raconte que là il y a un sage, et que ce sage-là connaît le secret du bonheur. Et alors il va, il demande qu'on le mène à lui, il est tellement heureux, il lui dit « S'il vous plaît, enseignez-moi le secret du bonheur ». Et malheureusement, le sage lui dit « Écoute, mais tu sais, j'ai tellement de choses à faire, je suis drôlement occupé maintenant, j'ai plusieurs réunions, j'ai pas le temps de t'enseigner ça maintenant. Mais j'ai une tâche pour toi importante, et va d'abord accomplir cette tâche-là, et on en reparle après. » Et il lui dit, voilà, cette cuillère, je te donne une cuillère, elle est remplie d'huile, cette huile-là est extrêmement précieuse. Prends-en bien soin, et va, s'il te plaît, faire le tour de mon palais pour aller voir, parce qu'on ne peut pas connaître un homme et lui faire confiance si on ne sait pas là où il habite. Et donc, on va faire un peu le tour de mon palais, mais faites bien attention à cette cuillère d'huile. Et alors, 2 heures après, le garçon revient, très fier, hein, sa cuillère, pas une seule goutte n'en est tombée, et bravo, lui dit le sage, mais il dit, mais peux-tu me dire ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu mes jardins merveilleux? Est-ce que tu as entendu le chant des oiseaux? Est-ce que tu as vu les différents arbres et arbustes? Est-ce que tu as vu les fleurs multicolores qui viennent de partout dans le monde? Es-tu passé par la bibliothèque? Est-ce que tu as vu les centaines de milliers de livres que j'ai amassés là? Et le garçon, il dit non, j'ai rien, je n'ai rien vu du tout. Mais tu as vu à côté de quoi tu es passé? Lui dit le sage, retourne. Le garçon repart et 2 heures après il revient, les yeux pleins d'étoiles. Et lui dit mais tu avais raison, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans ma vie. Jamais j'ai entendu un chant aussi extraordinaire que celui de tes oiseaux. Jamais je n'ai vu de fleurs plus belles que celles de ton jardin. Je n'ai vu d'arbres plus majestueux que ceux qui étaient là. Et puis le sage lui dit, c'est vrai, mais regarde ta cuillère. Il n'y avait plus une seule goutte d'huile dans sa cuillère. Et le sage lui dit, voilà, le secret du bonheur, c'est de voir toutes les merveilles de la vie sans jamais laisser tomber une seule goutte d'huile de la cuillère. Et il a oublié, Paulo Coelho dans l'histoire, c'est qu'il y avait aussi au milieu du jardin de ce-là, un vieux monsieur qui attendait pour traverser le pont au-dessus d'une rivière qui était là, et qui avait besoin d'aide. Et quand il était obsédé tant par sa cuillère que par les beautés, il ne voyait pas qu'on pouvait apporter l'aide à quelqu'un, et que ce monsieur-là, c'est celui qui avait le plan secret de la suite du voyage. Et qu'au fond, le secret du bonheur, c'était ça. Est-ce que c'est pas être attentif, bien sûr, ouvert, évidemment, mais bienveillant aussi, envers nous-mêmes, et envers les autres. Voilà, en fait on m'a invité pour vous dire des choses tellement simples, hein, attentif, ouvert, bienveillant et cohérent. Des choses que vous savez déjà, que vous pratiquez déjà, mais j'espère que vous avez passé un moment, voilà, rappelez-vous du but, hein. De toute façon, cette situation est désespérée. Et donc si on a passé un bon moment ensemble à se rappeler, comme Socrate disait, apprendre c'est se rappeler. Et au fond, un philosophe ne peut faire que, et j'en suis même pas un, que nous rappeler ce que nous savons déjà. Un intervenant en psychologie positive ne peut faire que nous dire, tiens, tu as l'impression que tu es nul. Mais en fait, dans ta vie, il y a tellement d'endroits et de moments où les choses, tu les fais, mais tu ne le vois même pas. Tu ne le sais même plus, tu l'as oublié toi-même. Rappelle-toi de tous ces moments de ta vie où tu es compétente, où tu as confiance, où tu es ouverte, où tu es joyeuse. Et si là, à ces moments-là, tu peux t'en rappeler, tu peux les construire, tu peux les partager, alors peut-être que tu as accès au côté le plus lumineux de l'existence, quelles que soient les couleurs du temps, quelle que soit la tempête. Et peut-être même qu'avec ce soleil d'une attention cohérente et juste, tu peux transformer les tempêtes en arc-en-ciel. Et que l'arc-en-ciel, c'est beau à voir, c'est vrai, c'est toujours mouillé quand il pleut, mais ça peut être drôlement intéressant.